L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est Jonathan T-Bone Thibodeau. Oui, Jonathan Thibodeau n'a pas fait d'impro à la polyvalente W.A. Lausier de Tracadie, mais se joint éventuellement à la Licume pendant son séjour universitaire à partir de 1998, alternant entre le jeu et l'arbitrage pendant plusieurs années. C'est dans ces derniers rôles qu'il devient bien connu. Certains diraient qu'il était un punisseur sans égal, à un certain tournoi secondaire donnant plus de 30 punitions en un seul match, établissant un record. On n'est pas sûr si c'est un bon. Bon, ben, Il a aussi été coordinateur de la Licume et est un élément clé de la formule des spectacles pay-per-view que la Ligue donnait à son époque. Il a également brièvement servi d'entraîneur à l'équipe de l'école de Bouctouche. On parlera de tout ça. Jonathan Thibodeau, bienvenue à l'émission. Merci bien. Oui, merci d'être ici. On parlera avec Johnny de sa carrière et de sa démarche artistique. D'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, des métriques de l'improvisation. En d'autres mots, comment est-ce qu'on mesure le succès d'un improvisateur? Statistiquement, qualitativement, on débattra le sujet. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission. Alors, Jonathan. Oh, j'adore ce nom-là. Comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle? Jonathan, Johnny, T-Bone? Qu'est-ce que tu préfères? Disons Johnny parce que c'est le seul groupe de personnes qui m'appellent Johnny, c'est le monde de l'impro. Ah. Donc, vu qu'on est dans le monde de l'impro, on va m'appeler Johnny. OK. Ben, Si Johnny... ça vous dérange pas. Non, moi ça... Bon, Jonathan, est-ce Ça- que... Hey, il y a juste ma mère qui est permise. Surtout, Johnny, t'as pas... t'as un parcours assez différent de la majorité des improvisateurs qu'on a eu à l'émission parce que t'en as pas fait à l'école. Y en avait-tu pas à Tracadie-Shire, là? Il y avait de l'impro à l'école. Je me souviens, mon meilleur ami Jacques m'avait actually invité pour jouer de l'impro. Je savais qu'est-ce qu'était de l'impro. J'avais vu des matchs à Radio-Québec ou des matchs à LNI. Je pense que tout le monde a vu ça dans notre génération. Mais j'étais déjà assez occupé. J'avais le comité d'art dramatique, j'avais la radio, un show succès les mercredis au dîner, les décals citrons. Je sais pas pourquoi c'était ce nom-là, mais on avait notre humour à travers ça, puis aussi j'étais membre du journal étudiant, puis il y avait déjà plein de choses sur mon assiette, donc de l'impro, j'aurais pu en faire, puis pour chaque raison j'ai dit non, ça me tentait pas. OK. Ben, c'est-tu en première année d'université que tu t'es finalement intéressé? C'est drôle, mon voisin en appartement étudiant, c'était Alain Degrasse. Regarde, je le connaissais pas. Oui. Mais il était dans mes cours d'admin en plus. Puis on a appris à se connaître. Il m'a parlé de l'impro à la Licume. Ça m'a intéressé tout de suite. Puis en plus, ma blonde, son partenaire de laboratoire, c'était Steven Saint-Pierre. Puis Également. Il faisait de l'impro Mhm. également. Ils étaient tous les deux à leur première année. Puis m'en ont parlé. Puis ça m'intéressait. Donc je suis allé voir un match. Puis je pense qu'ils m'ont présenté à toi, Michel. Je voulais participer, mais les équipes étaient déjà faites. C'était déjà au début de la saison. Donc j'ai continué à aller voir les matchs. Puis finalement, on m'a ajouté comme remplaçant de mi-saison. Parce que Ouais. dans ce temps-là, si quelqu'un lâchait, on pouvait les remplacer. Ouais, encore aujourd'hui. Donc j'étais Pour, sur une liste d'attente. Il y a une histoire qui flottait dans ce temps-là. Je pense que c'est probablement Alain qui la racontait. Puis ça va un peu montrer là, le sorte de ton humour un peu tordu. Je sais déjà où est-ce que tu t'en vas. OK. Donc, c'est une vraie histoire où ce que t'aurais menacé Alain de... Si jamais il se cassait une jambe, ça ferait une place dans la ligue, hein? Ben oui. C'est-tu le genre de choses que t'aurais dit? Peut-être pas dans ces mots-là. C'était pas, peut-être si tu te casses une jambe, il y aurait une place. C'était, si je te casse une jambe, il y aurait une place. Puis, j'aurais peut-être livré ça deadpan en plus, donc, Pour lui, pour lui, il l'aurait qui me cru. connaissait pas tant que ça, peut-être qu'il l'a cru, peut-être qu'il l'a pas cru. C'était pas Ouais. une de mes inquiétudes à ce moment-là. Mais ça arrivait.
Oui. Oui. Il s'est cassé une jambe? Non. Oh, ok. Non, mais je Je lui veux pas ça, c'est suspicious, là. Non, je lui ai dit, si je te casse une jambe, il y aurait de la place. Hein? Lui, ça il a fait un petit froid, je pense. Là. Il y a eu un petit frisson parce qu'il en a parlé par après. Mais vient le temps des remplaçants de mi-saison. Je pense que tu me disais que ton premier match, dans le fond, c'est à l'improvisaton. Dans le fond, c'est pas un match. Oui, j'étais déjà listé pour commencer au deuxième semestre, puis avant le deuxième semestre, je pense qu'il y avait l'improvisaton. Première impro que j'ai fait, j'ai embarqué dans une dramatique avec Mireille Blanchard. Je jouais Check enfant qui était perdu dans les bois, puis j'ai pas dit un mot durant toute l'impro que je faisais. J'actais épeuré, mais j'ai pas dit un seul mot. C'était pas un début... Dirais-tu que ça a seté le ton pour ta carrière? C'était vraiment une différente époque, puis c'est vraiment difficile d'embarquer. Imagine, t'es un joueur de hockey puis tu startes à la Ligue nationale. C'est pas évident. J'avais pas la base, on m'a jamais appris comment faire de l'impro. C'était dans une époque aussi où il y avait des grandes vedettes, puis tout le monde, il fallait que tu te battes pour ta place. Définitivement, au début de ma carrière, j'ai fait des erreurs juste pour essayer de me démarquer, essayer de tailler ma place. Puis clairement, le début de ma carrière était pas mal difficile. Mais éventuellement, je pense que j'ai bâti quelque chose que je suis assez fier de. On te considère souvent un joueur qui est très analytique. Penses-tu que ça c'est racine dans le fait qu'il fallait que tu un peu le figure out pour toi-même, fallait que t'avais pas la base puis t'es comme garoché aux frettes dans la légume. Faut que tu trouves ça par toi-même. Oui, absolument. Pendant je dirais, ma première année et demie, j'ai pas vraiment joué de moteur. J'étais sur le banc au début des impros. Parce que je regardais qu'est-ce qui se passait, puis j'essayais de... Je me trompe-tu ou tu rentrais juste comme dans des comparés? Je rentrais juste dans des comparés ou des personnages secondaires, des punch and get out, des choses comme ça, puis des joueurs de soutien. J'étais jamais le moteur d'une impro parce que il fallait que je trouve une façon d'apprendre l'impro. Puis quand tous les joueurs sont à un niveau plus élevé, la plupart des joueurs sont à un niveau très élevé pour commencer, puis toi t'embarques puis t'essayes d'apprendre, c'est vraiment différent. À cette heure, c'est vraiment beau qu'il y a tellement, il y a pas juste au secondaire, ça commence à l'élémentaire. Mm-hmm. Donc tu peux jouer de l'impro pendant 12 ans avant même d'arriver à la licume. c'est une différence quand que t'embarques, cold turkey. Ouais. C'était pas facile, puis je suis fier d'avoir persévéré malgré tous les problèmes que... Parce que tes premières années-là, hein, je sais pas si c'était tu vas probablement me dire que c'était un exprès, parce que si t'essayais de te démarquer, à chaque fois que tu rentrais dans l'arène, quand qu'on appelait le nom des joueurs, toi, tu te sacrais la face tête première dans l'arène. Comme s'il y avait tout le temps une démarque. J'ai fait ça pendant un petit bout de temps. J'essayais de faire quelque chose de différent. C'est vraiment difficile d'embarquer dedans parce que quand t'as des joueurs qui arrivent du secondaire, on les connaît déjà. Puis c'est leur style, puis quand tu t'embarques, puis personne te connaît, ils savent pas ce que tu peux faire. Mi-saison En plus. C'est vrai. Comment est-ce que tu vas faire pour tailler ta place, pour trouver ta place? Puis je dis pas que les autres joueurs voulaient pas jouer avec moi, c'est juste que si tu connais pas quelqu'un, tu sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Faut que tu bâtisses cette confiance-là. Oui. Qu'ils ont avec des joueurs. Parce que même toi, tu savais même pas qu'est-ce que... Non, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire non plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que tu définis ton propre style en plus de te faire connaître des autres. Mais pour revenir à la question, oui, je suis une personne très analytique, puis c'est probablement pour ça que je me suis développé en arbitre éventuellement. Moi pis toi, Mike, on a parlé d'impro pendant plusieurs années, plusieurs soirées de juste parler d'impro, puis c'est comme ça que j'ai appris la game. Ouais, je pense que pour moi, c'était un moment où c'est comme j'ai ce joueur-là dans ma ligue qui sous-performe. On va pas mâcher nos mots, là. Non. Johnny était terrible, là. Oui. C'était pas bon, là. C'était difficile, là. Mais c'est complètement normal pour quelqu'un qui est dans sa première année. Normal, mais il était comme parmi les awful, là. Ouais. L'attitude était pas bonne non plus. Oublions pas ça, là. Ah non, ça n'avait pas une bonne attitude particulièrement non plus. So, c'était pas great. Mais le fait que, hors match, que ta compréhension de l'impro, du moins dans le verbal, le verbaliser la chose, était au-dessus de ben des joueurs qui performaient mieux. Il y a une meilleure compréhension, même si l'application était pas encore là. Pour moi, ça, c'était un indicatif que, effectivement, tu pourrais arbitrer, puis tu as eu ces opportunités-là, on en parlait bientôt. Mais aussi que, par exemple, tu aurais pu être entraîneur, ça aussi, ça arrivait. Mais en plus, que tu étais capable d'être coordonnateur d'une ligue. Là. Ça a tout un peu mené à ça. Si tu n'avais pas eu ce discours-là,
il y a personne qui aurait pensé à toi nécessairement pour faire les autres rôles. Écoute, ma première saison était atroce. La deuxième, j'ai commencé à montrer de l'amélioration, puis j'étais quand même dans le bas de l'échelon de la ligue. Et malgré ça, tu m'as pris sur ton équipe à toi comme assistant capitaine à ma 3e saison. Malgré le talent n'était pas encore démontré. Ah ouais, c'est vrai? Je sais pas c'est quoi la timeline. Je me souviens qu'on jouait ensemble, là. C'est pas que j'ai oublié ça, là. C'est que je savais pas que nécessairement quand est-ce. Ouais, parce que moi, j'ai retourné jouer, ce qui a finalement été une demi-saison, en 99-2000, quelque chose comme ça. Oui. Puis oui, effectivement. Une des choses que j'aimais faire, c'est dire... Des projets. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a des choses que le monde prenne comme des acquis. Les 2 meilleurs joueurs devraient être capitaine puis assistant capitaine. Mm-hmm. C'est pas vrai. Non. So, une des raisons derrière ça, c'était comme, je vais prendre quelqu'un qui a quand même en 3e année, donc qui est un vétéran dans cette équipe-là, relatif à l'université. La 3e année était rendu un des vieux, puis qui est capable de faire la job d'assistant capitaine, qui est rien. C'est ça. Non, mais il n'y a pas de job. Mais éventuellement, ça t'a forcé. C'était pas un joueur puni non plus. Non, puis ça t'a forcé, toi, à devenir capitaine plus tard, parce que comme j'ai dit, moi, j'ai fait une demi-saison. T'as accédé au capitaine. C'est la même année que j'ai commencé à arbitrer, également. Sur par ce temps-là, 3e année, comment est-ce que tu considères ton jeu? Je pense qu'il était moyen. Je commençais à essayer plus de choses, à embarquer plus. Je pense que j'ai joué 66 impros cette année-là. Les chiffres. Ouais, les chiffres. Je me souviens. Ça paraît qu'on parle de stats, hein. Oui. Oui. Puis la confiance, ça a vraiment commencé à embarquer une fois que j'ai commencé à arbitrer. Je sais pas, je pouvais finalement démontrer que je connaissais la game. OK. Ben, parlons d'arbitrage. C'est quoi, comment ça commence, ça? Mes premiers pas, on a pris le cours d'arbitrage à Michel Albert. Tu le connais? OK. Ouais. Le cours d'arbitrage à Michel Albert, puis je pense qu'on a sauté tout de suite dans un tournoi. C'était pas une régionale ou une Go-One ou quoi que ça. C'était le tournoi Cheap à Shippagan. OK. En 99. Oui, j'ai commencé à arbitrer là. Quand il arbitre le plus chiant. Beaucoup de punitions. On me rappelle. Ah ouais. Ouais. Il y a le monde qui t'appelle. Qu'est-ce qui jouait dans ce temps-là? Je pense qu'il y avait Jean-François Savoie, je pense ce qu'il y avait Rémi gang-là. Goupy, cette gang-là. Donc, il y avait beaucoup de chance à punir. Parce qu'il y a une question qui vient de Élise Hamel, que tu as arbitré Oui. à un tendre âge adolescent, là. Elle, pas toi. Elle a dit, quand j'étais au secondaire, je me souviens qu'on punissait beaucoup plus et qu'on trouvait même ça drôle que toi, tu nous punisses pour des niaiseries. Depuis, la culture a beaucoup changé et on punit beaucoup moins. Qu'est-ce que tu penses de l'impact de ce changement sur le spectacle? Parlons un peu de même comment est-ce que c'était dans ce temps-là, parce que effectivement, aujourd'hui, si on donnait 30-34 punitions, qui est ton record, là, quelque chose comme ça, un tournoi à Tracadie, celle-là, je me le souviens. Si on donnait une 30aine de punitions aujourd'hui dans un match, on aurait une visite de l'ombudsman. Oui, très rapidement, pendant le match. Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que je me suis fait une réputation à une coupe de tournois, mais en réalité, j'ai pas toujours été un arbitre sévère. T'sais, j'ai arbitré des matchs importants que, you rein it in. Quand c'est une finale de la Licume ou dans un match de la QI où tu vas pas faire la même chose. Dans le temps, c'était le spectacle à tout prix. Donc, si que les joueurs peut-être performaient pas, on punissait plus. Puis des fois, même si les joueurs performaient, tu voulais réveiller le public en faisant sûr que toi t'es le bad guy, les équipes sont les good guys. Puis c'était un peu un des rôles que j'aimais prendre, être le méchant pour que les joueurs soient considérés comme les bons. Mais aussi, il y avait pas les limites. L'organisation que l'impro a maintenant, c'était pas géré de la même façon. Les tournois, c'était pour le fun, c'était pas juste pour avancer à un autre tournoi ou aller aux jeux régionaux, aux jeux de l'Acadie, ces choses comme ça. J'ai pas de problème avec la façon que les matchs sont arbitrés aujourd'hui. Une autre chose, c'est que les joueurs au secondaire ont beaucoup plus d'expérience qu'il y en avait dans le temps. Des joueurs d'aujourd'hui, c'est comme ils apprennent toutes les techniques d'un jeune âge. Les matchs sont beaucoup plus techniques. Ils sont plus solides. Dans le temps, c'était plus tu osais faire des choses. Puis des fois, tu brises les règlements en faisant ça. Puis c'est pour ça qu'il y avait plus de punitions.
Tu serais plus en train de corriger des affaires techniques, là. Parler pas assez fort, puis... Ouais. Ah, ça. Ce genre de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça, puis il y avait aussi des punitions juste pour l'entertainment, parce que tu pouvais faire ça dans ce temps-là. Que je pense qu'on peut encore faire aujourd'hui. Je pense que le spectacle est différent, c'est comme tu pourrais pas punir aujourd'hui pour de quoi qui est pas une punition valide, mais la façon de l'expliquer, la façon de la présenter au public, ça c'est encore un spectacle. Ça fait encore partie du crowd pleaser. Puis comme je trouve que c'est la bonne philosophie de réveiller le public, de créer on est le méchant, vous êtes pour les équipes, puis contre moi. C'est le même qu'on dirige l'attention du public. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu pourrais pas nécessairement juste comme punir pour de quoi de niaiseux, juste pour dire faudrait juste que tu t'appuies sur les vraies punitions pour les rendre eux entertaining. Exactement. Puis ça dépend qu'est-ce qui est l'occasion aussi. Si t'es en train d'arbitrer juste un match avec un public payant qui veut se faire entertainer, il y a pas de problème à faire un choix avec ça. Mais si tu es en train d'arbitrer les Jeux de l'Acadie, prends ça au sérieux, là. Oui. C'est comme important. Faut que tu reconnaisses ton contexte. C'est vrai. Mais toi, tu te voyais comme un méchant dans ces histoires-là? Oui. Peut-être, si je savais que les équipes étaient un peu plus faibles, je les préparais à ça aussi. Je pense pas avoir arrivé puis blindsider les équipes. Tu savais dans quoi ça s'embarquait. Oui. Ben, on voit ici, Élise, dans sa question, elle disait que eux autres trouvaient ça drôle. Oui. Ils comprenaient je suis sûr que c'est pas toutes les équipes qui ont vu ça comme ça. Je suis sûr qu'Élise a chialé en plus. Je suis sûr que c'était pas tout le temps drôle. Non. Je suis sûr qu'elle a pas toujours trouvé ça drôle. Mais il y a aussi, moi, quand elle demande à propos de l'impact, puis je me demande ce que tu en penses, mais tu sais, il y a un moment donné, là, une des raisons qu'on a commencé à reculer de très punir, c'est qu'on sentait que les équipes comme arrêtaient de jouer. Ils avaient tellement peur de pogner des punitions. Ils étaient motivés par la peur de la punition plutôt que d'essayer d'oser. Oui. Le but de leur game était de pas se faire punir. Ce qui... Ouais, ça nuit. Yeah. Oui, je trouve que ça prend juste cette une personne-là qui le fait pas correctement. Ouais. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui comprend comment doser ça marche. Ouais, c'est un balancing act. C'est ça. Mais quand ce que des arbitres voient ça, faire, je veux aussi essayer de faire ça, mais on peut-être pas l'expérience, on peut-être pas la bonne personnalité pour ça, parce que tu sais, pas tout le monde peut être n'importe quelle sorte d'arbitre. Moi, si je décidais d'être une différente sorte d'arbitre, probablement que je réussirais moins. C'est juste pas ma personnalité, là, tu sais. Mais je pense que ça prend juste comme une personne pour essayer ça, puis rendre le spectacle super lourd avec toutes ces punitions-là. Ouais. Plutôt que le fun puis un élément de spectacle, que là, tu le perds. Puis là, ça devient pas le fun. Ça devient lourd pour le public, ça fait peur aux joueurs, tout le monde commence ça file comme, chaque match dure comme 6 heures à cause. Ouais. C'est pesant. Je peux voir qu'il y a des équipes qui étaient peut-être intimidées. Surtout quand on m'a donné le surnom T-Bone. Ouais, d'où ça vient, ça, tu viens-tu? T'as une réputation à suivre. C'est Basse Lévesque. Ah oui? Oui, je sais pas exactement d'où ce qui a pris ça. On jasait à CKUM à un moment donné, puis tout d'un coup, il a commencé à m'appeler T-Bone. Puis c'était tout juste avant un tournoi, c'est une régionale à Shediac. Puis là, à chaque fois que je callais une punition, puis j'expliquais une punition de façon méchante ou burn-out ou quelque chose comme ça, Bass et Samuel Chasson étaient dans la foule assis puis criaient T-Bone. Puis ça piquait up, puis c'est the rest is history. Parce que même le public à ce temps-là savait à quoi s'attendre juste parce que t'avais une toune d'entrée qui était comme... Qu'est-ce que c'était? J'essaie de me souvenir qu'est-ce qu'il jouait quand toi tu rentrais. La plupart du temps, ma toune d'entrée c'était une toune de lutteur, c'était la toune d'entrée à Chris Jericho, Break Down the Walls. C'était mon lutteur préféré, donc fitait ma personnalité. Peut-être le moment de mentionner la question, une autre question à Élise sur Facebook, parce qu'elle dit « Je sais que t'aimes beaucoup la lutte. Quel lien fais-tu entre la lutte professionnelle et l'improvisation? » Ça peut-être nous mener à justement parler de ces pay-per-views-là qu'on a développés à cette époque-là, mais y a-tu un lien entre la lutte professionnelle qui est une compétition mais un spectacle? Puis l'impro qui est une compétition mais un spectacle? Oui, c'est pratiquement la même chose. Non, mais... Quand t'es un lutteur, t'as des outils dans ton arsenal, il faut que t'improvises, il faut que tu mémorises un script ou
quoi que ce soit. Puis ça se passe dans une arène. Donc, si t'as des dons athlétiques que tu pourrais utiliser dans la vie de tous les jours ou dans une fête de rue ou quoi que ce soit, ben, on amène ça dans une arène puis tu utilises ces outils-là. Ben, c'est la même chose pour l'impro. T'sais, si t'es comique dans la vie ou t'es un bon improvisateur dans la vie, ben là, t'amènes ça dans les paramètres de l'arène. C'est plus difficile. Ben, c'est la même chose pour quelqu'un qui a des dons athlétiques. Si t'amènes ça dans les paramètres d'un ring de lutte, jusqu'à une certaine façon de performer ça puis de démontrer ça. C'est vraiment concentrer tes talents dans une arène. Donc, c'est la même chose des deux côtés. Dont le jeu de personnalité. Oui. Puis t'as des personnages, puis t'as des histoires qui sont racontées. Puis habituellement, les meilleurs moments dans la lutte professionnelle, c'est les moments qui sont pas scriptés. C'est l'improvisation des lutteurs. Il y a tellement de parallèles. T'as un public, tu performes devant du monde, le public a ses favoris. Ben, c'est pareil comme l'impro. Je pense qu'il y a comme un certain thrill aussi, tu sais pas ce qui va arriver, comme Ouais. edge of your seat, un petit peu comme ça, comme tu sais, j'ai pas vu beaucoup de lutte là, moi. Mais je m'imagine. Mais il y a des durées, il y a des matchs spéciales comme des catégories. Ouais. T'sais. Il y a des rivalités, il y a des Hell in a Cell, il y a des rivalités, puis Mais même le jeu de capitaine, tu sais là qui joue son personnage de capitaine, qui interagit avec l'arbitre, que comme quand même une interaction avec le public aussi, comme tout ça ce côté spectacle là de personnalité. Ouais. Puis t'as des entraîneurs, puis dans la lutte t'as des managers, puis parce que ça a bien à donner que t'étais présent dans la Licume dans le temps où l'idée a germé de... Je me souviens pas que t'étais dans la première conversation. Sinon, t'as vite été ajouté, là. Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue, moi, avec Sam Chiasson puis Geneviève Maltais. Ça s'est fait comme au café étudiant, là, cette idée-là. Je sais pas si t'étais présent. Mais t'étais vite embarqué dans le processus. Parce que l'idée était basically de faire un spectacle spécial en mélangeant la lutte professionnelle puis le match d'improvisation, même sous différents formats. Parce qu'on l'a fait avec des tag teams, on l'a fait avec des sortes de Survivor. Tu te bats jusqu'à temps que tu meurs. Toutes sortes de différentes sortes de combinaisons qui étaient pris de la lutte. Des stunts, des moments, ces moments-là entre les impros. Juste même le décor, les joueurs devaient avoir cette attitude-là. On faisait les pubs entre les matchs avant, au préalable. On faisait les pubs avec le monde qui callait out leur adversaire. Puis t'es vite devenu un personnage important dans ça. C'est une des choses que je suis plus fier de. Ma feud avec Bass qui a duré au moins 1 an. Ah, je pense que c'était au moins 3... Il y a au moins 3 pay-per-views, je pense. Ouais, que vous vous tapiez dessus, là. Parce que c'était des coups il y a eu le coup de tôle à biscuit. Il y a eu le coup de... Poubelle. La poubelle. Une tôle à biscuit dessus, la poubelle. C'était une belle idée. Chez moi et Alain, on était des gros fans de lutte dans ce temps-là. Puis je me souviens que on trouvait beaucoup d'idées, puis trouver une raison pour avoir des rivalités entre les improvisateurs, puis je pense que c'était quelque chose que j'étais fort là-dessus. Je pense que le premier pay-per-view, j'étais entraîneur d'un côté, puis Bébert était entraîneur de l'autre bord. Alexandre Hébert. Également un joueur à ce temps-là. Ouais, puis parce qu'on s'était pas qualifié pour le pay-per-view comme tel, mais on avait fait une bonne job ce soirée-là. C'est un des moments où j'ai commencé à me démarquer, à avoir un nom dans le monde de l'impro. Dans l'arène, c'était dans ces pay-per-views-là. Puis les stunts, puis j'ai toujours eu une tête à penser pour voir où est-ce qu'on peut amener ça. Ben, je pense qu'on voit déjà ça. On a parlé au début que tu te garochais dans l'arène dans la présentation de joueurs. Comme on est déjà en train de voir des éléments de stunt à ce point-là. Tu sais, comme comment rendre un élément de décorum, de structure. Puis casse-cou, parce que vous vous êtes comme tapé dessus à la lutte, comme sans vous faire mal, mais il y a du monde qui était outré, là. On a peut-être poussé un peu trop loin, mais écoute, moi puis Alexandre Hébert, on se frappait dans l'appartement avec des coups de plaque à biscuits de toute façon. Donc, aussi bien amener ça dans l'arène. T'as des tests fun. Vous aviez déjà... Oui, ben ça c'est juste comme quelque chose que t'apprends à faire. Oui, mais ça fait pas mal. J'ai des amis improvisateurs qui avaient comme testé comment vite qu'il fallait que t'ailles en char. Pour pouvoir, comme pour que viser quelqu'un, puis que la personne saute juste au bon moment puis il roule. Ouais, une game de chicken. Ouais, ben ils s'amusaient à faire ça, comme quand ils voyaient du monde sur le bord de la rue.
un en char fonçait sur l'autre, puis l'autre roulait sur le top du char. Je pense que c'était comme 43 km/h. Juste pour choquer. C'est un peu, c'est ce même genre-là. On n'est pas en train de dire au monde de faire ça. On a eu du fun avec ces choses-là. Puis le fait juste rivaliser avec Bass, qui était une des grandes vedettes de l'impro. Puis moi, j'étais quand même assez bas sur le totem. En termes de lutte, c'est giving someone the rub. C'est comme avoir un jeune lutteur qui se bat avec Hulk Hogan. Par association, ça monte son stock. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Oui, parce que t'as battu Bass. Non. Ben oui, il y a une couple de fois, là. Ah oui. Comme Il y a des photos, là. Ah oui, à chaque fois que tu revenais, là, l'autre prenait sa vengeance. Ouais. T'as fini la tête première dans une poubelle, ou ben est-ce que ça a fini que toi tu te vengeais avec la poubelle sur le dos à Bass, quelque chose? Non, le dernier stunt était que j'étais en train d'arbitrer, puis là, Bass est arrivé. Il m'a attaqué, puis il m'a mis dans une poubelle, puis frappé la poubelle avec une plaque à biscuits. Puis là, il a pris sa juge de ligne qui était Karine Pelletier, puis j'étais sur le bord de la bande, puis il l'a pris, puis il l'a envoyé par moi, puis elle m'a kické dans la face, puis j'ai tombé par-dessus la bande. Puis tout ce temps-là, moi, j'essayais de me battre pour le respect que je voulais que Bass me donne, parce que il m'avait disrespecté longtemps passé pendant ma première année, ce qui était probablement 4 ans avant. Puis j'ai arrivé nouveau, tout magané, puis là, on s'est parlé un peu, puis on s'est serré la main, puis... L'âge de guerre était enterré. Oui. C'est aussi cette façon-là que Bass a annoncé que j'allais arbitrer à la QI. Puis il y a eu de l'applaudissement du public, puis c'est comme la première fois que je me suis senti accepté. Puis je vais pas avoir une larme à l'œil, mais c'est la première fois que je me suis senti accepté. Bass m'avait pas dit qu'il allait faire ça. C'est all full circle. Parce que au début de ma carrière, Bass et moi, on s'entendait pas. Aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs chums. C'est drôle. Ouais, vous êtes dans le Single Dad Club. Ouais, Single Dad. Il reste encore de la place. Les Si singles... vous divorcez, il reste de la place. Ouais. Ça arrive pas mal pour les improvisateurs. Sûrement tout le monde, vous êtes juste à cet âge. C'est Ben les oui. personnalités fortes. On fait des affaires comme tester comment vite faut que tu drives pour rouler en ville. On n'est pas du monde. Non, c'est ça. Mais c'est quel QI qui était ça? Comme quel... 2002. À Edmondson. Ah, Edmondson, ben oui. Ouais. Je sais pas pourquoi je blinque là-dessus, j'étais ombudsman. Comment t'as trouvé ça, arbitrer une QI? C'est-tu différent que la licume ou? C'est plus gros. This is it. C'est le WrestleMania. Si on reste sur le thème de la lutte, c'est un grand honneur pour dire que j'ai participé à une QI. Je m'excuse si je me souviens pas. Tu te souviens pas de moi? Non, je me souviens pas de grand-chose. C'est pour ça qu'on enregistre des entrevues. Ouais, Je sais avant pas qu'on qui oublie vous êtes. Avant qu'on oublie tout. Mais pense, comme moi, tu sais, à QI, t'étais pas comme un surpunisseur, là. Non. T'étais pas propre à ta tradition, Non. ou ta réputation. Y a-tu des éléments que t'as gardés de ton personnage? Oui, c'était le même personnage. Moi, j'étais assez une personnalité forte comme arbitre. Je me souviens d'une punition en particulier où est-ce qu'il y avait un joueur, je pense que c'était une équipe de Montréal, il avait embarqué comme 3e joueur, puis il a commencé à parler pendant 1 minute, puis il coupait tout le monde, puis il arrêtait pas de parler. Puis je me suis levé du coin, j'étais direct dans sa face, j'ai gazouillé avec la punition de rudesse direct dans sa face, puis il a coulé à terre. Oh il a juste tombé, il a juste disparu. Il a pas rembarqué dans l'impro. Welcome to the QI. Sur notre territoire aussi, là, ça c'était quand même Edmundston, Oui. tu sais, comme, on vous invite à jouer un peu comme nous autres on joue. Ouais. Hey. Il l'a mérité. Parle-nous un peu de comment est-ce que ça a arrivé, ça, que t'as été entraîneur pour Bouctouche. C'était Frédéric Melançon qui était censé être l'entraîneur pour l'équipe de Bouctouche parce qu'il était l'entraîneur régulier puis il était censé pas d'être disponible pour la Gogoune. Donc il m'a demandé de take over. Finalement, il aurait pu être là, mais il m'a laissé entraîner de toute façon. C'est une expérience différente. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais l'aspect le plus difficile, c'est de pas vraiment connaître les joueurs puis pas vraiment connaître Ouais, t'as pas travaillé avec eux autres l'équipe. Je pense avant, là, ouais. Je pense qu'il avait pas gagné une game de l'année avant la Gougoune. Ben, ils ont dû en gagner une pour se rendre à Gougoune, non? Dans le Je sais temps des pas. régionales. Les régionales, il y avait peut-être pas assez d'équipes.
Ouais. Ok. Il y a des années en masse que tu étais Où il aurait pu automatiquement classé. avoir Ouais. moins perdu qu'un autre Ouais, équipe. c'est ça. Ok. Je pense qu'il était peut-être 0-3 en régional, quelque chose comme ça. Puis, je pense que Gogunda, on a fini 2-1, puis on s'est rendu en demi-finale. Puis, je me souviens pas beaucoup de l'équipe, malheureusement, parce que je les connaissais pas tant que ça, mais je me souviens que le gros de ma job, c'était de les envoyer faire des punch and get out. C'est comme s'il y avait une idée qui me passait dans la tête, puis je disais, hey, va faire ça, débarque, that's it. Puis, on a gagné des games comme ça, juste à envoyer faire des punch and get out. Je sais pas, c'était une expérience de fun. Trouves-tu que ça allait chercher ton côté analytique, vu qu'il fallait que tu fasses améliorer des jeunes qui ont peut-être différents niveaux de compréhension, puis... Oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire beaucoup plus. Éventuellement, ma carrière s'est terminée, graduellement disparue. T'as eu des enfants puis t'as aussi décollé de la province. Il y a ça, là. On s'entend que t'as arbitré pas si longtemps passé que ça et tout, là. Ouais, t'as fait un retour dernièrement, là. Petit retour, ben, tu veux toujours redonner puis essayer, il y a de la curiosité, voir comment est-ce qu'est le jeu puis comment est-ce que c'est juste une game de fun. Quand t'as une chance d'en faire, tu veux en faire. Au moment de l'enregistrement, t'as quand même, dans la dernière année, t'as arbitré un peu à la Lips, qui est... de match là. Ouais. Qui est de l'improvisation primaire. Oui. Ça doit être quelque chose Je de savais très pas. différent. Tu savais pas? Je savais pas. Je suis arrivé là puis je pensais que c'était une ligue de secondaire. Wow, ils sont pas mal plus jeunes. Va falloir que je fasse sûr que T-Bone ne sort pas trop. Puis mettre l'accent sur éduquer puis être tolérant puis ça a bien été. Puis j'ai fait le zèbre d'or. Ouais. Qui est complètement le contraire des Ouais, qui est complètement le contraire. Ouais. Puis ça prend un petit bout pour trouver ma groove, mais j'ai une couple de bons moments, puis c'est ça, c'est juste le fun de retourner, puis c'est comme aller à une réunion de famille. C'est un peu weird, puis awkward, mais... puis des fois t'es pas sûr qui est qui, mais à la fin de la journée, c'est ta famille. Ben là-dessus, on pourrait peut-être bien passer au travers des questions de tes membres, des membres de ta famille qui ont été laissés sur nos divers médias sociaux. Isabelle? Ben oui, on a 2 questions, dans le fond, d'Alexandre Hébert. On a eu beaucoup plus que ça, mais il y en a qui sont pas lisibles en ondes. Oui, il y en a qui sont... Parce qu'il est colon. Vraiment? Mais ceux-là qui sont utiles. On va commencer avec une qui nous a envoyée sur Facebook. Tu as toujours eu une approche analytique des choses. On a discuté beaucoup de ça. Il te demande qu'est-ce que ton pilier d'impro le plus important et pourquoi. Je dirais vraiment que c'est l'écoute, parce que sans l'écoute, t'as rien. L'écoute te permet de prévoir où est-ce que l'impro s'en va. L'écoute te permet de ramener les éléments. Puis ça, c'est toujours les meilleurs. Je trouve que c'est vraiment les meilleures parties de l'impro quand ce que les éléments sont ramenés vers la fin de l'impro, puis ça boucle le tout. Puis en même temps, il y a rien qui ruine une impro comme quelqu'un qui a pas écouté puis qui essaie d'amener quelque chose qui va pas avec l'impro. Tu sais, tu peux avoir la meilleure impro au monde, puis là un gars passe à travers un char ou une porte, puis c'est la seule chose que tu te souviens. Ah, je me rappelle l'innocent qui passe à travers un char. ça ruine une impro. Tu peux ruiner une impro juste parce que t'écoutais pas. J'oserais dire même écouter du côté le ton. Oui, savoir quand ce qu'il faut laisser l'impro là et laisser les joueurs travailler, ou quand ce qu'il faut amener quelque chose, quand ce que ça prend quelque chose pour faire évoluer l'histoire. C'est une note off, là. C'est comme, tu sais, c'est Oui. comme une symphonie où ce qu'il y a comme, ok, ben cet instrument-là est pas en train de jouer sur le même C'est beat. ça, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de on a choses tous comme vu un cabotin embarqué dans une dramatique puis faire une joke qui l'a ruiné Ben oui. complètement. le phénomène du God Bathers dans une Oui, qu'on relève souvent. que le classique. Ouais. Une petite autre de Bébert. Oui, cette fois sur Instagram, il a mis des questions. Oh, il est très moderne dans son oui, approche hein. de Oui, médias les sociaux. médias sociaux. Come on, pas sur Twitter, Alexandre, come on. Il te demande une question très importante. Es-tu meilleur en impro ou en karaoké? C'est drôle parce que j'ai le surnom de T-Bone m'a suivi au karaoke. Oh. Ah, ouais. Je suis meilleur au karaoke, je vais dire, parce que t'as pas besoin d'improviser. Tu peux lire Ah oui, tu peux lire. tu peux lire les paroles. Non, mais j'adore le karaoke, puis moi dire je suis talentueux. Ok. Ben, tu en as fait beaucoup, là. Oui. À ce que je sache. Oui,
J'ai probablement un bon 700 tunes dans mon arsenal. T'as-tu comme ta go-to tune? Ah, j'ai beaucoup de go-to tunes parce que je change ma voix avec la tune pour que ça aille avec. Ben, dans le vieux temps, dans le temps que t'étais un improvisateur, là, c'était Shake It Like a Polaroid Picture, là, je sais pas c'est quoi le vrai nom de la Hey-Ya. tune. Hey-Ya de... Outcast? Ça? Ouais, Ça, je oui. pense que t'avais venu au Moose's Pub pis t'as vu Oui, ça. oui, sûrement, parce que me semble, ça avait resté, comme ça avait, Oui. pour les improvisateurs, je pense qu'on avait juste comme sorti une fois, mais toi tu y allais souvent, puis ça avait resté comme le moment, là. Ah ouais? C'est drôle. J'ai actually commencé à faire du karaoke après un match d'impro. Je sais pas qu'est-ce que était l'événement spécifiquement, mais je pense après un match d'impro, il y avait du karaoke à l'osmose. Oui, Puis, notre hôte était Bobble, Michael Plourde. oui, Oui. Ouais, c'était quelque chose qu'on avait organisé avec la FECUM, là. ouais. C'est là que j'ai commencé à faire du karaoke, puis je suis tombé en amour avec. Ah, ouais. Je me souviens qu'est-ce que j'avais chanté. J'avais chanté Shine de Collective Soul. Puis la deuxième tune que j'ai chanté, c'était Thunderstruck de AC/DC, qui est encore un de mes staples. Qui est un staple d'impro, parce que, Ouais. à ce jour, ça c'est de ma faute, là, mais à ce jour, quand la musique part pas, Ouais. le monde commence à faire nanana. Vraiment. Oui, le monde comme... C'est à cause de ce tournoi-là qu'il y avait longtemps passé, on n'était pas choyés avec des DJ. Et un tournoi secondaire en quelque part, le DJ c'était juste chick guy. Comme il y avait juste un jeune secondaire qui avait rien à voir avec l'impro. Puis il y avait à peu près... Équipe technique, là. C'est ça, puis il y avait à peu près 3 tunes dans sa liste, dont Thunder. Thunderstruck jouait, là, comme souvent. Ça Wow. juste... Puis c'est ça, je dirais que ça jouait, je sais pas, 4-5 fois par heure pendant une pleine 20 semaines. Ouf. C'est là quand la musique manque. Tu sais, voilà. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Ça, t'as dans la tête. Je me souviens d'avoir fait assez souvent, puis continuer, puis... Après cette soirée-là, on a commencé à faire du karaoke souvent avec Big Al puis Bébert, puis il en faisait souvent. Bébert fait un bon YouTube, puis du Bare Naked Ladies, puis Big Al, il était là. Love you, Big Al. Je suis sûr qu'il est content de savoir que tu te souviens de sa présence. Sur ce rire, on va prendre une légère pause. Ouais, c'est ça. On va danser. On va shaker comme un Polaroid picture. C'est ça, on va écouter Shake it. on va écouter la version karaoke, qui a pas de droit dessus, quelque chose. Et au retour, on parle des métriques de l'impro. On n'a pas parlé vraiment de ton amour pour les statistiques puis des chiffres puis tout ça plus qu'il faut, parce qu'on garde ça pour la deuxième partie, les métriques de l'impro avec Johnny Thibodeau. À tout de suite. On est de retour avec Isabelle Gauguin, ma co-animatrice. Allô? Moi, je suis Michel Albert. Et avec nous, Johnny Thibodeau. Jonathan dit Johnny, dit T-Bone Thibodeau. Et on parle du métrique de l'impro comme sujet aujourd'hui. Et ça, par ça, on veut dire comment est-ce qu'on mesure le succès en impro. De toute évidence, on va parler de statistiques, mais probablement que c'est plus que ça aussi. Comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure de parler de comment on se mesure? C'est drôle. Il y a pas vraiment une vraie façon de mesurer le succès d'un improvisateur. Tu peux regarder aux statistiques, tu peux regarder l'apport, les étoiles, mais dans le monde du sport, on mesurait les buts et les assists avant. Ouais, ok, maintenant, les plus et moins, il y a des wins against replacement au baseball, il y a toutes sortes de statistiques qui sont disponibles. Si on appliquerait ça à l'impro, ça finirait plus. Par exemple, tu pourrais calculer le temps de glace d'un joueur, hein, puis inclure ça dans voir quoi est-ce qui est sa validité. Écoute, dans une impro là, qui est gagnée par une équipe, qu'est-ce qui mérite plus d'apport, quelqu'un qui était le moteur durant toute l'impro, ou quelqu'un qui a embarqué à la fin pendant 5 secondes? Parce que les deux Ils sont sont traités très- comme les gagnants. Ouais, Ils sont traités pareil. Ouais. Mais en réalité, des fois ça peut être le moteur qui a gagné cette impro-là, mais des fois ça peut être le punch à 5 secondes de la fin qui a gagné l'impro. Comment tu mesures ça? Tu C'est peux vrai, pas. parce que le moteur pourrait être inefficace tout le long, puis ce petit punch-là était le bon moment. Ouais. Ouais. En impro, il y a plus d'intangibles, disons, qu'au sport. Puis, est-ce que tu pourrais calculer la valeur des catégories? C'est comme un joueur qui joue en désavantage numérique, tu prends ses statistiques, puis en avantage numérique, tu prends ses statistiques. OK, ben, quoi ce qui était statistique en rimé? Quoi ce qui était statistique en chanté?
tu peux faire toutes sortes de calculs, puis ça serait amusant, ce serait le fun. Mais ce serait beaucoup de travail, puis vraiment, est-ce que ça serait utile? Ouais. Oui, c'est ça, que ça donne à la fin de la journée, ouais. Ça serait presque plus utile dans un point de vue comme scientifique, comme vraiment juste faire des observations sur des données, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'on n'a jamais parlé de statistiques d'impro à l'émission, vraiment, faisons-en un état de qu'est-ce qui existe, du moins en Acadie. Oui, parce que pas toutes les provinces utilisent un même... Non. Puis il y en a qui ajoutent plein de petites choses. C'est un podcast interprovincial? Les gens peuvent l'écouter n'importe où. Ben oui, on a des auditeurs français et belges, bonjour vous. Québécois, etc. Donc, l'Internet. Mais c'est ça, fait que OK, en termes de statistiques, qu'est-ce que nous autres, on collectionne comme données? Donc, on collectionne les choses qui sont simples, assez simples à faire, que tu peux faire pendant un match. Notre statisticien, il n'a pas besoin de repasser au travers des impros par après pour figurer des choses comme un plein grand portrait le ferait, là. Ouais. Donc, nombre d'impros joués, le nombre d'impros gagné, perdu. Les étoiles. Étoiles subjectives. Étoiles subjectives Même données pas que par... les impros sont subjectifs, ça dépend du public. C'est vrai, parce que le point impro gagné, c'est le public qui t'a donné le point ou non. Ouais. Donc tout ça, il y a une subjectivité dans le scoring. Puis le public a de l'avantage de la glace, tu sais, si ton public est à la maison, ça aide tes stats. Non, c'est sûr. Fait que ça qu'on est en train de dire, c'est que c'est tout invalide. Ouais. Ça vaut pas la peine. Ouais. Mais je pense que sur un tournoi, t'as souvent le même public. Oui. Tu sais, là, c'est les équipes qui ne sont pas en train de jouer, qui font partie d'une grosse portion. Puis il y a des juges de salle aussi qui stabilisent le vote. Oui, t'as raison. Oui. Dans des tournois secondaires, par exemple, ou scolaires, qui ont des juges. Parce que tous les tournois n'ont pas de juges. Disons qu'en dedans d'un même tournoi, les statistiques pourraient se tenir. Mais si tu compares un tournoi à un autre, je pense qu'on peut moins dire « ce joueur-là était le plus utile selon les statistiques. Était le plus utile de ce tournoi-là en 1998. » Puis là, tu le compares à un joueur qui a joué en 2016. Différents publics, différentes... Est-ce qu'on peut comparer ces deux chiffres-là? Pourquoi on voudrait? Non, Mais disons. Pour répondre à ta question, la personne qui voudrait, c'est la personne qui voudrait après ça pouvoir dire, comme dans mon temps, moi j'étais meilleur que les jeunes d'aujourd'hui. Non, c'est pas comparable. Maintenant, il y a tellement plus de joueurs de qualité. Puis dans le temps, t'avais peut-être plus de superstars pis des joueurs plus bas. Donc c'était moins équilibré. Donc un joueur talentueux scorait des grosses stats, comme que Wayne Gretzky scorait plus de buts dans les années 80. Parce que c'était pas équilibré comme que c'est à cette heure. Aujourd'hui, les joueurs se partageraient cet apport-là. Puis le jeu est évolué à un point où avant, il y a peut-être juste un joueur qui pouvait faire certaines catégories. Puis là, maintenant, c'est tellement pédagogique. Puis t'apprends tellement d'un jeune âge qu'il y a plusieurs joueurs qui sont capables de faire des chantés, des rimes, des catégories. Le partage du nombre d'impros est plus réparti de façon égale que ça l'était dans le temps. Plus encouragé aussi, là. Pas qu'on n'encourageait pas dans le temps, mais on aurait dit qu'il y a des équipes qui arrivaient là avec aucune notion de faire ça. Fait que t'étais dans l'arbitrage, s'il y a des forcés à faire ça. Aujourd'hui, je pense que les entraîneurs sont déjà conscients de ces choses-là. Fait que tout ça, ça change complètement le paysage statistique. Puis je pense que je veux pas le public d'aujourd'hui cherche différentes choses qu'un public de même 10 ans passés, même, tu sais là. Parce que, tu sais, un public aujourd'hui, comme j'oublierai jamais ça, il y a un joueur du secondaire qui m'avait dit une fois, une couple d'années passées même, qu'il aimait pas telle ligue, tel match, telle affaire qu'il avait vu, parce que t'es comme, c'est juste des punchs, y a pas de construction d'histoire du tout, comme je trouve ça vraiment plate à regarder. Mais tu sais, un joueur du secondaire, 10 ans avant ce joueur-là, aurait peut-être pas dit quelque chose comme ça. Il y aurait peut-être certains joueurs qui auraient dit ça, mais je dirais pas que ça aurait été perçu comme la norme. Fait que juste cette norme-là, si c'est tout le temps les puncheux qui gagnent toutes les impros, ben ça veut dire que toutes les impros qui sont faites par des joueurs qui sont des constructeurs auraient peut-être pas été remportées. Fait que toutes les dramatiques, toutes les impros de personnages, de construction, qui étaient pas strictement comiques, auraient pas joué dans les stats autant qu'aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, le point irait beaucoup plus. Je veux dire, obviously, le public aime le stuff drôle pareil, là. Mais je pense que le public est beaucoup plus, comprend beaucoup mieux la polyvalence d'un joueur. Oui. Fait qu'a tendance à voter pour la qualité de l'impro, peu importe le niveau, comme drôle et un facteur, comme construction, comme personnage, comme n'importe quoi d'autre. Je me souviens d'avoir été à des QI dans le début des années 2000, puis
c'était un choc culturel, puis des fois tu comprenais pas pourquoi certaines impros étaient gagnées, puis c'était juste parce que c'était plus construit ou plus verbomoteur, plus tandis qu'on punchait puis on faisait des rires, puis l'impro était pas gagnée par les équipes du Nouveau-Brunswick parce que c'était juste un style différent. À la fin des années 90 puis au début des années 2000, on avait des punches solides qui étaient tellement rapides. C'était juste un style différent. Ça me fait le temps rire quand j'entends ça, parce que c'est on est l'équipe artistique qui fait des histoires. Ouais, c'est les Québécois qui punchent. Ouais, c'est gros. Nos pendules swing dans des directions complètement Ouais, c'est ça, différentes. on est jamais synchronisés, là. Ou quand on l'est, ben peut-être c'est ça le moment où Oui. ce qu'on peut remporter ce trophée-là, tu sais, des choses comme ça. Une fois 10 ans, on s'aligne. C'est des étoiles. Donc on est d'accord que c'est un jeu subjectif. Absolument. Puis que des stats objectives ou chiffrées, ça peut juste peindre un portrait incomplet. Parce que dans le fond, le seul stat qui est actually objectif, c'est le nombre d'impros joués. C'est la stat la plus importante pour un entraîneur, d'être conscient de combien d'impros que ses joueurs ont joué. Faire sûr que c'est pas tout le temps les mêmes joueurs qui jouent toutes les Ni impros. trop, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Exactement. Parce que des stats, ça se manipule. Oui, parlons de ça parce que si c'est ça nos stats, si on est en train de regarder, là on n'a pas parlé vraiment, on a dit le mot à part, là, mais sans dire la formule, il y a une formule dérivée là qui nous dit qu'est-ce qui est l'utilité d'un joueur. Si on retourne dans l'âge de pierre, vu que c'est un peu ça mon rôle là, de nous rappeler le temps des cavernes, dans ce temps-là, nombre de bisons que tu avais sur le mur, c'est le même qu'on décidait que c'est le meilleur. Non, pour vrai, ce qu'on faisait originalement, c'est qu'on regardait juste la moyenne. Moi, je me souviens, là, comme dans mes débuts au secondaire, tout ça, ils donnaient un prix pour la meilleure moyenne. D'impro gagné? Oui, that's it. Ça fait que si tu jouais une impro, 100%. puis t'as gagné, t'étais à 100%, puis là, t'étais la personne à battre. Vraiment, il fallait que tu forces ce joueur-là à jouer plus pour qu'il descende puis qu'il te remonte. Ça nous disait rien. Là, c'est une mémoire en noir et blanc, ça? Puis là, oui. Mais non, c'est vraiment autour du feu. En noir et blanc, là, c'est quand ce que André-Claude Paulin, Dédé Paulin, était statisticien de la Ligue, à l'Université de Moncton, puis qui a créé quelque chose que lui appelait l'apport. Parce que là, ça allait prendre en compte, créer un nouveau chiffre. Et pour créer ce chiffre-là, c'est le nombre d'impros gagnés, moins le nombre d'impros perdus, moins 1 point par 3 punitions que tu faisais. Fait que ça prenait en compte que si tu étais très puni, ben tu faisais souffrir ton équipe. Le problème avec cet apport-là, qui était primitif, sorry Dédé, c'est que quand tu essayais de voir qui était le meilleur, tu savais qui était le meilleur joueur de la ligue. C'était le joueur de l'équipe gagnante qui avait le plus d'impros gagnés, puis pas beaucoup d'impros perdus. Mais dans une équipe perdante, ça créait un gros problème. Dans l'équipe perdante, le capitaine là, qui jouait toutes les impros parce que son équipe était très jeune ou insécure ou tout ça. Ou même juste simplement s'ils ont perdu. S'ils perdent beaucoup. Ils sont peut-être bons, mais moins bons que les autres. Ça. Cette personne-là finissait avec un apport négatif. Donc le meilleur apport de la Ligue était peut-être le meilleur joueur, mais le pire apport de la Ligue était le meilleur joueur de la pire équipe. C'est ça. Fait que c'est pas vrai. Non. Fait que là, la personne qui a succédé au rôle de statisticien, c'était Daniel Albert, mon frère, docteur rapport. Et la raison qu'ils ont commencé à l'appeler ça, c'est parce que lui, il était en génie, ben Dédé aussi, fait qu'il n'y a pas d'excuse. L'apport était malade. Pas d'excuse, Dédé. L'apport était malade, puis il l'a guéri. Oui. Et ça, il a créé une formule qui allait s'organiser pour toujours donner un chiffre positif. Donc avec des parenthèses puis des fractions là-dedans. Puis bon. Puis ça finissait avec un chiffre qui il y avait un chiffre par match, mais il y avait aussi comme une moyenne, genre. Mais il y avait aussi un chiffre à la longueur de la saison. Et ce chiffre-là pouvait être n'importe quoi, mais si tu jouais pas beaucoup, ben tu finissais pas avec une grosse moyenne. Puis si tu jouais beaucoup puis tu perdais beaucoup, tu finissais quand même avec un chiffre respectable. Ça paraissait que tu étais le meilleur joueur de ton équipe. Tu sais là, t'étais pas le pire de ton équipe par vertu que ton équipe perdait. Donc ça a comme réparé l'apport. Puis c'est le seul chiffre qu'on utilise encore aujourd'hui. Parce que c'est la chose la plus précise qu'on peut trouver. Ouais. Vraiment. C'est plus précis que juste la moyenne. Oui. Donc, ça donne qu'on donne des prix pour ces choses-là. Ça, on utilise ce chiffre-là, l'apport. Mais ça reste que toutes les impôts gagnés dans ce chiffre-là sont basés sur la subjectivité du public. Toutes les étoiles, la subjectivité de quelqu'un d'autre, là, les gens qui donnent les étoiles. Puis les punitions, ben c'est la subjectivité de l'arbitre, anyways. Donc tout est subjectif.
Je trouve que les étoiles, ça te donne quand même une bonne idée aussi. C'est sûr, c'est d'un match à l'autre. Mais si tu regardes à des vieilles statistiques, puis tu regardes, c'est quand même assez précis, les points d'étoiles. Je vais nous lancer la question à Elise Hamel sur Facebook par rapport à ça. Mm-hmm. Elle commence en disant que c'est un art subjectif, tout ça. Elle demande comment, donc, est-ce qu'on peut déterminer qu'un joueur est bon de façon objective? Est-ce qu'on recherche un genre de consensus entre les différents intervenants? Est-ce que c'est simplement la loi du plus aimé? Soit dans ces chiffres-là ou quelque chose, que ce soit des étoiles, que ce soit d'autres choses. Mm-hmm. Est-ce qu'éventuellement, on a assez d'informations statistiques pour dire, oui, effectivement, ce joueur-là est considéré bon parce qu'il y a un consensus du public, des juges, des officiels, de ses pairs, que dans les statistiques, avec le temps, de ligue en ligue, de tournoi en tournoi, cette personne-là performe toujours bien, d'après ces chiffres-là. À un certain degré. Y a-t-il un Rotten Tomato, là, à un moment donné, un consensus? À un certain degré, tu peux avoir... Il y aura jamais un consensus, mais tu vas avoir en général, qu'est-ce qui apporte du succès, mais ton public change toujours. Tu sais jamais exactement comment tu mesures l'amour. Il y a un joueur qui peut être plus aimé du public, mais comment plus aimé qui est? Quel genre de personne qui aime ça? C'est comme essayer de mesurer l'humour. Tu sais, il y a des humoristes qui ont beaucoup de succès, mais les styles sont tellement différents que tu peux pas vraiment dire c'est qui le meilleur. Il y en a des bons. Il y en a des bons dans différents styles, puis ils ont tous des différents degrés de succès. Mais il y en a qui ont pas beaucoup de succès, mais les gens qui les aiment, ils adorent vraiment beaucoup plus que les gens qui ont du succès régulier. C'est pas mesurable. Mais c'est la vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être dit pour la standardisation qui vient avec la philosophie de jeu, comme inculquée chez les juges et les arbitres. Vu que comme tous les juges puis les arbitres devraient être sur la même page de oui, ça c'est bon, tu checkmark une case de oui, ça c'est bon, non, ça c'est pas. Ça fait que si l'arbitre travaille dans un sens de ça c'était bon, ça c'était pas bon, fait que je punis ça qui l'est pas, en suivant ces mêmes lignes directrices-là, que les juges assis dans la salle en train de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, même si c'est pas nécessairement puni, eux savent dans leur tête que c'était punissable. Le regard du vote, mais aussi les personnes qui donnent les étoiles, puis la personne qui donne les punitions, s'ils sont tous alignés, ils ont la même philosophie, le même regard sur le jeu, au moins globalement, là, il y a une certaine standardisation qui se fait de ce côté-là, que ça pourrait le rendre at least cohérent. Peut-être pas objectif, mais cohérent. Ah ouais, ok. Ça, c'est intéressant de dire ce mot-là. Écoute, la game existe maintenant depuis, 40 ans? 40 ans. Tu sais, quand on a commencé, ça faisait 20 ans. Ben, peut-être 10 ans pour toi. Mais on a tellement étudié la game, puis on a réussi à identifier puis faire apprendre des standards de jeu. Il y a des choses qui passaient 20 ans passés, qui passeraient pas dans le monde d'aujourd'hui. Mais on a aussi éduqué les joueurs, on les éduque de plus en plus jeunes. C'est peut-être plus standardisé, la mesure est plus standardisée maintenant qu'elle l'était avant. Du moins dans un tournoi officiel. Oui. Parce que c'est comme une bubble, right? Ouais. Comme c'est un réseau en dedans du réseau, il y a une cohérence. Ouais. Parce que Elise utilise l'expression la loi du plus aimé. Puis ça me rappelle comment est-ce qu'il y a des joueurs, on va pas s'en le cacher, là, il y a des joueurs ils planent sur leur charisme. Il y a du monde qui sont bons techniquement, mais qui ont pas le même charisme que d'autres. Puis ceux-là qui ont du charisme peuvent, en réalité, des fois juste faire n'importe quoi ou faire des niaiseries ou pas grand-chose. Ça devient le culte de la personnalité. Puis le monde les aime automatiquement. Oui. La comparaison qu'on pourrait faire, c'est comme d'avoir un joueur de hockey de 6 pieds 3 qui a un marqueur naturel. Pis t'as un gars de 5 pieds 8 qui travaille vraiment dur dans les coins pis qui s'acharne. Ben, qu'est-ce qui est plus important? C'est dur à dire. Tu peux dire que la star est plus importante ou tu peux dire que les personnes qui travaillent dur sont plus importantes. C'est la même chose dans l'impro. Okay, ben t'as besoin des deux. C'est-tu quelque chose qu'on fait mal? C'est-à-dire, on a comme volé ça du sport, tu sais, parce que l'impro est calqué sur le hockey, donc les stats viennent de là aussi, là. C'est comme les stats sont les étoiles, puis c'est tout basé sur du stuff de hockey, ça. Vraiment, hein? Et c'est ce qu'on dit quand on enseigne l'impro. Est-ce que c'est complètement à la déroute
dénaturer le jeu que de donner des stats personnels. Parce que on gagne en équipe, on perd en équipe, on fait des choses en équipe. Comme tu dis, là, comme dans ton équipe, où tu as ton marqueur naturel, puis tu as ton plombier là, en train de bûcher dans les coins. Là. Ouais. Le succès de l'équipe est axé sur le jeu de ces deux personnes-là. Oui. Ces deux personnes-là font partie du succès ou de l'insuccès de l'équipe. C'est vrai aussi en impro. En impro, moi, j'y crois pas que c'est pas un jeu individuel. Donc, l'affaire aussi, c'est que si t'as juste des gros stars de charisme, il y a personne qui est en train de construire des histoires autour de eux, là. Il y a personne qui va bûcher la rondelle dans le coin, fait que t'auras pas la chance de marquer. Faut que t'aies toutes ces sortes de personnes-là pour avoir une équipe qui fait du sens ensemble et complète. Absolument. Puis c'est pas parce que t'as tout le charme au monde que tu vas gagner toutes les impros non plus. Peut-être dans le temps, c'était plus comme ça, mais à cette heure, le public est plus éduqué, même à des tournois au secondaire. Hein. Mais les parents qui vont voir les matchs, ben ils voient leurs jeunes faire de l'impro depuis 5e année. Ils connaissent plus l'impro que un parent d'un joueur secondaire que jamais fait un match avant. Puis ils se font dire aussi, les jeunes, chez moi, c'est comme une fierté que chaque fois j'entends ça, mais des jeunes du secondaire activement disent à leurs parents, puis leurs familles, puis leurs amis, si notre impro était moins bonne que l'autre, vote pour l'autre, là. Ouais. Comme ça, c'est de même que ça marche, faut être honnête. Puis, ils activement disent ça responsabilise le public. Oui. Jusqu'à une certaine... Mais il y a des joueurs compétitifs qui veulent juste gagner aussi. Parce que la stat individuelle, elle peut être utilisée comme on l'utilise. Oui. Sert à des choses. Évidemment, quand tu donnes des prix à la fin de l'année, comme tu sais, là, c'est... C'est pour le fun. Écoute, tu veux être reconnu. On peut l'avouer ou le cacher, mais on veut être reconnu. Écoute, on travaille fort sur ce sport-là, ce jeu-là. C'est le fun d'être reconnu. Il n'y a rien de wrong avec ça. Non. Il n'y a rien de wrong avec ça. Mais qu'est-ce que t'aimes mieux, toi, être reconnu avec un prix statistique ou être reconnu comme avec un prix qui a été choisi? Donné par... Un plombier, un joueur le plus amélioré, recrue de l'année même. Donné par des gens qui sont censés être... sans avoir comme un regard informé. Soyons clairs, j'aurais jamais gagné un prix statistique. Mais... Plus puni. Une des choses que je suis le plus fier, c'est d'avoir gagné un plombier de la Licume. Je suis très fier de ça. Parce que c'était quelque chose qui était choisi par des pairs, puis... C'est valorisant. C'est valorisant, oui. Parce que on travaille fort. Les gens qui sont passionnés par l'impro, écoute, on est ici, là. Ça, je trouve qu'intéressant par rapport à ce joueur-là qui est juste du charisme, là, comme juste hit, là, qui va chercher cet élément-là, c'est actually la statistique nombre d'impro joués. Parce que je pense que même un excellent joueur de charisme peut se play out lui-même. Oui. C'est un joueur qui est super, comme bon, à attirer l'œil rapidement, que cet intérêt-là, le public l'adore comme, immédiatement quand il rentre. Si qu'il joue 8 impros par match, mané, ils ont so much longtemps que tu peux faire ça que le monde se tanne. Parce que je trouve que tu réalises peut-être le manque de profondeur du joueur, de un. Si vraiment il cause sur sa personnalité. Mais aussi, comme, je pense que ça devient old news. Ça nous force à regarder d'autres joueurs plutôt. Puis je pense que cette stat-là est actually la stat la plus importante pour quelqu'un qui est surtout un joueur de personnalité. C'est un beau sport qu'on a designé, là. T'as un peu de tout. Tu peux avoir des impros de 30 secondes ou 1 minute où ce que tu veux quelqu'un qui a de la personnalité qui va shiner dans ces 30 secondes-là. Ou tu peux avoir quelque chose pour quelqu'un qui va construire pendant une longue période de temps. Tu veux pas avoir des impros où ce que tout le monde construit toute la game, où ce que c'est une longue construction d'histoire, ça c'est pas sustainable. Tu veux un peu de tout. Puis c'est comme ça que la game est designée. Il y a des catégories, il y a des différentes durées de temps. Puis c'est ça la beauté de l'impro, non? Tantôt, je t'ai coupé quand t'allais parler de comment manipuler les stats. Juste pour montrer comment bogus que c'est, dans le fond. Parce que là, vraiment, c'est devenu à propos de ça. Là, comment est-ce que nos statistiques sont, dans le fond, pour amuser. Tu sais, là, si un public voit ça, c'est pour... Mais il y a une façon de manipuler les stats. Parce que je sais que tu le faisais. Je vais te forcer à l'avouer. Parce que quand on faisait les pay-per-view, on parlait de ça dans la première partie, les gens qui devaient jouer, tu disais se qualifier, ben pour se qualifier, il y avait 16 joueurs qui allaient participer. C'était les 16 joueurs avec l'apport le plus élevé dans la ligue à ce moment-là.
Puis toi, éventuellement, t'as pu participer en tant que joueur. Plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. En manipulant les stats? Ou juste en étant conscient des stats? Parle-nous de ça. J'ai avoué d'avoir menacé de péter les jambes à Alain de Grâce. Oui. Mais non. Non? Non. J'étais toujours conscient des stats parce que je suis un gars de chiffres. Puis je pense qu'on a tous eu des impros où on a fait je touche pas ça là. Puis Oui. peut-être j'ai fait ça un peu plus qu'un autre, mais C'est-à-dire jamais pas rentrer dans un impro pas parce que rentrer tu sais que ça dans parce que c'est un t'aide. désastre. Oui, mais l'inverse, là. Rentrer dans les Puis dernières secondes parce que tu sais que ton équipe la gagne. Non. Juste pour monter ton... Non. Ça a certainement arrivé, comme il y a des gens Il y a du qui monde ont qui font fait ça. ça. Peut-être pas toi, mais il y Ouais. a des gens qui ont fait ça pour sûr. Je sais que ma game était souvent d'embarquer dans des impros puis pas rester longtemps. Ça a toujours été comme ça. Puis je pense que la plupart du temps que j'embarquais, c'était pour ajouter quelque chose ou d'être un accessoire à quelque chose. Je me suis fait tuer souvent. Mais On non, n'a pas les statistiques sur ça? Comment? je vais dire que oui, j'ai resté hors de certaines impros parce que c'était des désastres. Je me souviens pas d'avoir embarqué OK. juste pour gagner le point sur mes stats. Mais c'est faisable. C'est faisable, absolument. Donc, tu sais, quelqu'un pourrait, tu sais, là, jouer avec le système, là. Le système est pas parfait, les stats sont pas toujours reflétantes du talent d'un joueur. Il y a une année, j'ai fini 5e de la part de la ligue. J'étais jamais 5e ou même 10e ou probablement même pas 15e meilleur joueur de la ligue, là. C'est juste une équipe qui gagnait, puis une équipe qui gagnait décomparée surtout. Puis je jouais la plupart du temps décomparé. J'avais Mireille Blanchard, Kevin Doyle, c'est ton équipe. Écoute, on gagnait beaucoup de comparés, puis c'est pour ça que mes stats étaient bonnes cette année-là, je pense. Puis ça arrive des fois, on le voit des fois à des tournois où est-ce qu'on remet des prix. Où est-ce que des joueurs sont pas des gros joueurs de leur équipe, mais ils ont joué assez d'impro qui ont gagné. Mm-hmm. Comparé à peut-être des autres joueurs qui ont joué plus, mais moins gagné, puis des affaires. Puis c'est une pure adonnance statistique, parce que il y a juste comme une aberration, c'est un joueur qui est pas un gros joueur qui a gagné un prix juste à cause de la façon qu'ils ont joué et gagné pendant le Ce tournoi. qui veut pas dire que c'était pas mérité, là. C'est juste... Absolument pas. C'est Mais- juste qu'est-ce que l'utilité d'un joueur? J'ai déjà vu des joueurs être complètement bouleversés puis venir me dire après non, c'est que c'est une erreur, là. There's no way que moi j'ai gagné ce site, là. C'est quelqu'un d'autre dans mon équipe qui a gagné ce site, là. C'est une erreur. Ouais. Puis c'est juste, statistiquement, ça tombait comme ça. Ouais. Ben que le joueur que les autres considèrent bon en perdait autant qu'il en gagnait, tu sais. Dans le fond, il est pas si utile que ça, là. Il est 50-50. Ouais, Il c'est est- ça, là. C'est hit and miss, là. Mais on se mesure tout. Moi, je suis un gars compétitif dans les sports, puis dans n'importe quoi. Puis je me mesure toujours aux autres parce que je vais être le meilleur dans certaines situations, puis je veux faire le mieux possible. Étant à la retraite, plus ou moins, comme improvisateur, moi, c'est quelque chose que je remarque que je fais tout le temps. C'est que dans ma tête, je veux être la personne la plus drôle dans la salle. Que ce soit au travail, je veux avoir la meilleure joke dans un meeting. Puis je pense qu'en tant qu'improvisateur, il y a beaucoup de nous autres qui font ça. Tu veux juste être le plus entertaining. Puis c'est juste l'instinct de l'improvisateur. On se mesure aux autres. C'est comme quand tu rentres à quelque part, tu regardes qui est plus drôle que moi, qui est moins drôle que moi. C'est comme le Fight Club. Tu sais, tu measure up, je peux te battre, lui. Oui, moi, à l'université, j'ai pas gagné plus drôle de ma cohorte qui graduait. Come on. Ben voyons. Vraiment? Frédéric. Vraiment, tu pensais à ça? Non. Personne me parlait. Ah, ok. C'est dur de Non, faire mais valoir ton humour dans ce temps. J'ai gagné un plus énergique qui sonne comme un total cop-out. Faut-tu que tout le monde gagne de quoi? C'est ça que t'es en train de me dire, je valais pas un prix? C'est ça que t'es en Non, train mais de je me suis en dire, train de Michel? te demander, tout le monde gagnait-tu de quoi? J'ai aucune idée, je m'en rappelle pas. Ah, ok. C'est que dans, ça que j'essaie de dire, c'est que dans la vie, il y a pas de vrai stats, il y a pas de stats pour se mesurer. Mais on improvise quand même. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'avoir la meilleure joke. Ou la meilleure de ça, toi, qui est ta force. Mais je me demande, comme si tu parles de comparer aux autres, obviously tout le monde a comme, tout le monde est des individus, so, tu sais, tout le monde a des différentes, tu sais, la portion de différentes sortes de talents mélangés ensemble. Personne n'est exactement pareil. Si tu parles de te comparer à d'autres joueurs, à qui tu te compares?
Tu sais, si on parle pas statistiquement, comment tu te compares? Qui tu choisis pour te comparer? Est-ce que, si moi je me compare à quelqu'un qui est super physique, par exemple, qui a un talent de mime vraiment, c'est moi très pas. Mais est-ce que je peux me comparer à cette personne-là? Ou est-ce que je dois choisir quelqu'un que je trouve qui me ressemble le plus en termes de style? Puis là, tu te compares à cette personne-là. En impro, c'est difficile parce que si t'es quelqu'un qui est constructeur versus quelqu'un qui est puncher, c'est autant difficile de faire une chose ou l'autre. Il y a des personnes qui sont tellement vite, il y a personne d'autre qui peut faire ça. Il y a personne d'autre qui peut être aussi vite sur le punch. Puis des fois, il y a personne d'autre qui peut faire des personnages aussi intéressants. Il y a personne d'autre qui peut développer une histoire autant que ça. Je pense que en impro, faut juste que tu trouves le style que t'aimes faire, tu fais ça que tu veux voir, puis il y aura toujours un certain nombre d'impros dans chaque match qui va s'ouvrir à ça. Tu peux pas essayer de te comparer à quelqu'un d'autre spécifiquement parce que c'est comparer différents genres de fruits, puis t'as besoin de différents fruits pour faire une salade. Il y a une dernière question du public, peut-être ça va nous aider à faire un certain point, mais t'as parlé de plusieurs fiertés que t'as eues à travers ta carrière, mais Patrick Hardy sur Instagram demande « C'est quoi ta plus grande réussite en impro? » On va voir comment ça se mesure. Wow! Je dirais que ma plus grande réussite, c'est d'avoir réussi, d'avoir eu une carrière. Ça a été très, très dur, surtout au début. Tu rentrer dans une ligue d'impro, ce que t'as jamais fait d'impro avant. Puis d'avoir bûché, puis d'avoir fait beaucoup d'erreurs, puis d'avoir quand même persévéré. Je suis au courant que la deuxième saison, j'ai presque pas fait la ligue. Là. J'étais à une coupure de pas faire la ligue. J'ai continué pareil. Ça m'a pris du temps avant de même jouer un moteur, mais j'ai continué pareil. Puis j'ai resté, puis j'ai jamais manqué un match. C'est vrai? Dans toute ma carrière, j'ai jamais manqué un match. Puis j'ai persévéré, puis j'avais pas le plus gros talent au monde, mais j'ai persévéré, puis j'ai taillé une place dans les pay-per-view, puis je m'ai taillé une place en tant qu'arbitre, puis j'ai coordonné la ligue une couple de saisons, puis j'ai jamais lâché malgré que ça y allait pas toujours bien. Puis je suis très fier de ça. S'il y a des gens qui s'intéressent à jouer de l'impro puis qu'ils n'ont jamais essayé ça, faites-le. Faites-le, même si c'est difficile, lâchez pas. Ça vaut la peine. C'est passionnant. Parce que tu vois, la chose dont tu es la plus fier est pas mesurable. La persévérance n'est pas mesurée. Non. Puis c'est pour ça que ça m'amène à quelque part au dernier point que moi j'aurais voulu faire, c'est que quand ce que moi tu me demandes qui est un bon joueur, ou ce joueur-là est meilleur que cet autre joueur-là, ou cet improvisateur-là est meilleur que cet improvisateur-là, pour moi, il y aura toujours, peut-être parce que j'ai une tête d'organisateur aussi, puis je m'attends à ce que les gens soient fiables, tu sais, en dedans d'un organisme, il y a une question d'attitude, il y a la persévérance, il y a les gens qui mettent le travail par rapport à ceux qui sont paresseux, il y a ceux qui sont raisonnables par rapport à ceux qui sont juste, tout est drôle, là, fait qu'ils font n'importe quoi, puis ça peut être dangereux des fois, ces attitudes-là. Ça, pour moi, quelqu'un qui met le travail est plus valable qu'une personne qui en met pas. Que la personne qui phone in, que la personne qui a une attitude médiocre, là, qui est comme, tu sais, là. Voire négative. Tu sais, là, la personne qui down plutôt qu'à, quelqu'un qui est pas le fun, en impro, va avoir un effet sur le groupe. Puis, je pense, on a tous déjà pas été le fun, là. Mm-hmm. Oui, tout le monde on fait tout un mur à maner jusqu'on n'est pas le fun. Oui, ben moi, je sais que Johnny a jeté une blette, puis moi aussi. Ça nous fait de nous des gens qui ont pas toujours été aimés. Si tu veux le mien, moi, c'est juste les années où j'étais pas disponible. Ça, c'était le pilier que j'aurais eu. J'aurais été une dose about. OK. La personne qui est pas toujours prête à y aller, là. Ouais. Puis ça, c'est irritant pour les autres. Mm-hmm. Fait que toutes ces choses-là font partie aussi du gabarit de joueur, qui ne sont pas mesurés. So, si tu me demandes qui tu veux dans ton équipe, soit d'officiel ou de joueur, il y a des gens que je vais prendre, que le monde va faire comme, pourquoi tu veux cette personne-là? C'est parce que cette personne-là est super bonne en caucus. Mm-hmm. Cette personne-là est super positive, puis le fun sur un banc. Mm-hmm. Cette personne-là a une chimie avec moi qu'elle a pas avec les autres personnes. Cette personne-là a tellement mis de travail que je veux la récompenser avec un statut un petit peu plus élevé. Ben, c'est une méritocratie jusqu'à un certain point. Ben, pour moi, puis OK, là-dedans, je suis le seul arbitre de qui ce qui mérite. C'est moi qui dois faire les choix dans mon exemple. Puis des fois, j'ai fait bénéficier des gens que j'ai peut-être bien regretté d'avoir des... Non, mais tu sais, des fois, tu dis, ben, je vais récompenser cette personne-là, puis ça marche pas, ça donne rien, ou ça passe. Ou ça, un effet aberrant sur la personne. C'est ça, la personne. Ça lui monte à la tête, ça, tu sais, là, ça... Ça arrive.
Mais plus souvent que pas, moi, je vois des résultats, tu sais, c'est le fun à voir. Mais aussi, la raison que je les ai récompensés quand j'ai pu, c'est qu'il y avait une valeur là qui n'est pas dans les statistiques. Que des fois, la personne va faire comme, je peux pas croire que t'as pris cette personne-là comme capitaine. Ou assistant capitaine, tu sais, dans ton cas. Tu sais, là, c'est comme un jeu de dames, là. J'étais damé, là, à la fin. Puis, comme pourquoi tu ferais ça? Ben, c'est parce que je vois une valeur où ce que les pures statistiques de qui gagne des impros ou non, ça, c'est pas un portrait complet pour moi. Je pense que la leçon de ma carrière, c'est lâche pas puis trouve ton utilité. Où est-ce que ta place dans ce monde d'impro? Ben là-dessus, un bon temps pour conclure l'émission, que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com ou sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. C'est toujours apprécié, que ce soit sur ce sujet-ci, sur le Life and Times de Johnny Thibodeau. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Jonathan, Johnny, T-Bone, Thibodeau pour s'être prêté à l'exercice. Merci. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Une vedette. Une vedette. Arrobas. Bye. J'ai spacé out.